Top, Bezrat Hashem. Alors, on va, comme on a dit la semaine dernière, on va parler aujourd'hui à la Chot Yom Tov, de lois qui concernent Yom Tov. On a parlé la semaine dernière de lois qui concernent Rosh Hashanah. Aujourd'hui, on va parler plus de lois qui concernent le Yom Tov lui-même, parce que Rosh Hashanah, c'est un Yom Tov. Alors, on va essayer de toucher quelques points importants de la fête. Tout d'abord, l'allumage de bougies de Yom Tov. Alors, il y a une mitzvah d'allumer des bougies pour Yom Tov, comme il y a une mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. La raison pour cela, parce que Khamim voulait faire le shalom pour que la personne ne trébuche pas chez elle ou qu'il n'y aura pas des accidents qui arrivent. Alors la bougie est claire et elle montre à la personne où aller ou de ne pas aller. Et en plus de ça, ça fait plaisir de s'asseoir à table et voir les bougies éclairer le repas. Aujourd'hui, nous avons l'électricité. Mais une fois que l'instauration a été faite d'allumer des bougies, on ne peut pas annuler une instauration qui a été déjà faite. Alors dans ce cas, nous avons toujours la mitzvah d'allumer les bougies et pour le Shabbat et pour le Yom Tov. Maintenant, comme nous parlons de Yom Tov, alors l'allumage des bougies de Yom Tov, quand est-ce que c'est fait? Il y en a qui disent que la femme, le premier jour, il y a dans Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, il y a 2 jours de fête. Il y en a qui disent que le premier jour, la femme, elle doit allumer les bougies de Shabbat et de Yom Tov comme pour Shabbat. Veut dire, avant le coucher de soleil. Comme pour Shabbat, vous allumez vos bougies avant que le soleil va se coucher. Yom Tov aussi, on l'accepte mi be'od yom, quand il fait encore jour. Alors on allume les bougies de Shabbat juste quand le mari il part à la synagogue pour faire mincha et arvit. Des autres opinions disent que non. Il n'y a pas quoi courir, il n'y a pas à allumer plus tôt. On peut attendre que le mari revienne de la synagogue et là on peut allumer nos bougies de la fête. La seule chose, il faut respecter la loi qui dit qu'on ne peut pas allumer les bougies que d'une flamme déjà existante avant Yom Tov. Alors si la flamme déjà existe, on peut la prendre et on peut la transférer sur nos bougies de Yom Tov. Et ceci peut se faire après que le mari revient de la synagogue. Les 2 opinions sont valables. Que la femme allume tout de suite quand le soleil se couche ou que la femme allume comme son mari revient, les 2 opinions sont valables dans la halakha. Maintenant, quand la femme elle va allumer ses bougies, comment est-ce qu'il faut les allumer? Est-ce qu'il faut d'abord allumer, ensuite dire la beracha, ou dire la beracha, ensuite allumer? Alors on rappelle les lois de Shabbat. Dans le Shabbat, on a vu déjà une discussion. Selon l'opinion ashkénaze, il faut d'abord allumer, ensuite faire la bénédiction. Ainsi est aussi l'opinion de certains Marocains. D'abord allumer, ensuite faire la bénédiction. En Israël, d'abord ils disent la bénédiction, ensuite ils allument. On a expliqué que chaque femme doit garder la coutume de sa mère ou la coutume qu'elle a pris déjà l'habitude de faire. Ceci est une discussion pour Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a une opinion qui dit, une fois qu'on a allumé les bougies, on a accepté le Shabbat. Alors c'est pour ça qu'il y a une opinion qui existe et qui dit, je ne peux pas dire la beracha, la adlikner chez Shabbat, et ensuite allumer parce que j'ai déjà accepté la Shabbat en récitant la bénédiction. C'est ça qui a fait la discussion. Mais Yom Tov, quand il s'agit de la fête, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? Je ne peux pas rester un bracha parce que j'ai reçu la fête. Et le Shabbat. Une fois reçu le Shabbat, je ne peux plus allumer. Ce n'est pas le cas de Yom Tov. Dans Yom Tov, il n'y a aucun problème d'allumer après qu'on a reçu Yom Tov. Parce qu'on a dit que même quand le mari revient de la synagogue, on peut toujours allumer. Alors selon toutes les opinions, Ashkenaz, Sepharad, Yom Tov, on doit d'abord faire la beracha, ensuite allumer des bougies de Yom Tov. Toute la discussion, c'est pour les lois de Shabbat, pas pour Yom Tov. Parce que la raison ne tient pas à Yom Tov. Parce que Yom Tov, on peut accepter le Yom Tov, il n'y a pas de problème. Tant que la flamme est existante, il n'y a aucune opinion qui va nous dire qu'il est interdit d'allumer ces bougies de Yom Tov. La seule chose, cette année, le premier jour, c'est Yom Tov, mais c'est aussi Shabbat. Alors, comme c'est aussi Shabbat, alors vous faites exactement comme vous faites pour un Shabbat. La seule chose, la bracha, c'est la adlikner shel Shabbat Yom Tov. Maintenant, il y a des livres, il y a des coutumes plutôt,
qui disent que Rosh Hashanah, la bracha c'est la adlik ner shel yom hazikaron. Pourquoi? Parce que dans la prière, dans le livre de la prière de le Mahzor de Rosh Hashanah, c'est écrit Mekadesh Israël veyom hazikaron. Dans la prière, Rosh Hashanah s'appelle Yom hazikaron, le jour du souvenir. Alors il y en a qui ont copié le texte de la prière pour l'allumage des bougies de Rosh Hashanah. C'est pas ici dans le Shulchan Aruch, c'est pas ici dans la majorité des livres. Dans la majorité des livres, Rosh Hashanah c'est une fête comme toutes les autres fêtes. Alors la bracha c'est la adlik ner shel yom tov. Alors à moins que vous avez cette coutume, si vous avez cette coutume, la adlik ner hazikaron, vous la gardez. Mais si vous n'avez pas cette coutume, la bracha d'allumage de Rosh Hashanah c'est la adlik ner shel yom tov. Et comme c'est aussi Shabbat le premier jour, alors c'est adlik ner shel Shabbat ve yom tov. Maintenant, est-ce qu'il faut faire la bracha de Shechianu, la femme, quand elle allume ses bougies, est-ce qu'il faut faire la bracha de Shechianu parce qu'elle accepte la nouvelle fête? Alors, là-dessus, il y a des coutumes, mais il y a aussi une halakha qui est la majorité des opinions. Le Rav Ben Ishraï, il dit qu'à Bagdad, chez eux, ils avaient la coutume que la femme disait la bracha de Shechianu. Au moment de son allumage de bougie de fête, elle disait la adlik ner shel yom tov plus la bracha de Shechianu. Mais la majorité des décisionnaires, et Rav Yehuda Yosef aussi, il est d'accord, et aussi les Ashkenaz, ils disent que la femme ne devrait pas dire la bracha de Shechianu au moment de son allumage des bougies de la fête. La raison est la suivante. La femme va écouter cette bracha quand son mari retournera de la synagogue au moment du kiddush. Maintenant, si elle décide de le dire au moment qu'elle allume ses bougies de Yom Tov, il y a un petit problème. C'est quoi le problème? Quand son mari le dira, elle s'est déjà acquittée avec sa bracha à elle. Elle ne pourra pas répondre Amen sur la bracha de son mari. Son mari, quand il fait le kiddush, tout l'assistance répond Amen sur chaque bracha. Il y en a plusieurs brachot. Mekadesh Israël, Vazemanim, le Shechianu. Bientôt on va voir quand ça tombe Motzei Shabbat, il y a des autres brachot. Quand son mari arrivera à la bracha de Shechianu, Vikimanu, Vigianu, Azmanazé, comme elle a dit la bracha, elle ne peut pas répondre Amen. Et si elle répond Amen, ce Amen consiste en interruption entre le geffen et le goutte du vin. Pour ne pas rentrer dans ce problème halachique, on déconseille à la femme de réciter la bracha de Shechianu au moment de son allumage des bougies de fête. Elle s'acquittera cette bracha quand son mari fera le kiddush. C'est exactement la même chose. Alors quand son mari fera le kiddush, elle écoutera, elle répondra Amen. Et au moment de son allumage des bougies, elle dira seulement la bracha de la adlik ner shel Yom Tov, ou si c'est Shabbat Yom Tov, la adlik ner shel Shabbat ve Yom Tov. Maintenant, Shabbat, une fois qu'on a allumé les bougies de Shabbat, c'est sûr qu'il est interdit de déplacer le bougeoir. Parce que tout le bougeoir, on a peur d'atteindre les bougies. Shabbat, on n'a pas le droit d'éteindre. Alors ça peut être un problème. Et aussi, ça bouge, si c'est à l'huile, ça bouge, il y a un problème. Yom Tov, on pourra déplacer le bougeoir. Ça veut dire, si c'est nécessaire. A priori, on essaye toujours d'allumer à la place où on va manger, où on va plus toucher le bougeoir. A posteriori, s'il y a nécessité de placer le bougeoir, on pourra le faire. Un cas, une femme, chas v'shalom, est alitée. Elle tient, c'est la maîtresse de la maison, elle veut allumer ses bougies de la fête. Alors on pourra porter le bougeoir à côté d'elle, à côté de son lit. Elle pourra allumer les bougies et ensuite une personne pourra prendre tout le bougeoir et le placer là où tout le monde va manger. A priori, il ne faut pas le faire, mais a posteriori, s'il n'y a pas le choix et on est obligé de le faire, c'est possible. Autre cas, on a placé le bougeoir de Yom Tov à table, sur la table. On a déjà expliqué dans les lois de Shabbat, c'est déconseillé de le placer à table. La table elle bouge, il y a des enfants, une bougie risque de tomber sur la table et risque de faire du feu. On a déjà déconseillé de faire ça Shabbat. Mais on va dire que Yom Tov, la femme a placé, a décidé, tu sais, ça va être beau, ça va éclairer la table. Elle a décidé de placer le bougeoir sur la table. Quand les enfants sont arrivés, elle a commencé à voir le vent qui tourne autour de la table, tout le monde bouge, Alors elle dit non, ça c'est dangereux, je préfère l'enlever.
il n'y a pas de problème, elle pourra, si c'est Yom Tov seulement, elle pourra prendre le bougeoir et le déplacer et le mettre sur le buffet, dans la cuisine, quelque part d'autre, pour qu'il n'y aura pas du danger avec ces bougies. Ceci est rien que pour Yom Tov, pas pour Shabbat. Et si Yom Tov coïncide avec Shabbat, non plus, on ne pourra pas le faire. Alors la seule chose, si c'est Yom Tov seul, on pourra, si c'est nécessaire, déplacer les tables de la fête. Une autre halakha intéressante. Une femme, un couple a été invité. La femme, ils sont partis là où ils vont manger. Elle a oublié d'allumer ses bougies. Elle voulait allumer chez elle, à la fin elle n'a pas allumé. Là-bas, quand elle est arrivée, elle était gênée de demander, parce que la femme a déjà allumé ses bougies, elle était gênée de demander qu'on lui donne des bougies allumées. Qu'est-ce qu'on fait? Si ce serait Shabbat, c'est fini. Quand Shabbat est rentré, on ne peut plus rien faire. Mais comme c'est Yom Tov, et on a le droit toujours d'allumer d'une flamme existante, c'est ça? Alors il faut comprendre que les bougies de Shabbat, il faut en profiter. Les bougies de Yom Tov, il faut en profiter. Qui veut dire quoi? On a déjà expliqué dans le cours de Shabbat, quand un couple est invité ailleurs, mais ils vont retourner dormir chez eux. Alors a priori, il vaut mieux d'allumer chez eux. La femme allumera chez elle avec bénédiction. Elle ira manger avec son mari là où ils vont manger. Et en retour, il faut que les bougies soient toujours allumées. S'ils allument avec l'huile, il n'y a pas de problème. S'ils allument avec le bougie en cire, il faut assurer d'allumer des bougies un peu plus grandes. Comme ça que quand ils retournent, les bougies sont toujours allumées. Une fois retournés à la maison et les bougies sont toujours allumées, il faut s'asseoir à côté des bougies et prendre une tasse de café ou un bout de gâteau ou quoi que ce soit, un verre d'eau, rien que pour profiter un peu de la lumière des bougies de Shabbat. La raison qu'on allume les bougies de Shabbat à table, c'est pour profiter de leur lumière. C'est pas comme Hanouka. Hanouka, il est interdit de profiter de la lumière. Ve'en lanu reshut lishtamesh bahem. On n'a pas le droit d'utiliser ces bougies. On n'a pas le droit d'en profiter de ces bougies. Mais Shabbat et Yom Tov, c'est fait pour profiter. Alors si un couple est invité, ils ont allumé chez eux, ils retournent et ils voient les bougies qui sont toujours allumées et la femme a fait la bénédiction, vous asseyez, la femme peut prendre un verre d'eau, une tasse de café, un petit gâteau, faire une bracha juste à côté des bougies, en profiter 5 minutes, 10 minutes et elle peut partir dormir ou faire des autres choses si elle a à faire. La même chose pour Yom Tov. La femme a été mal prise. Elle pensait d'allumer chez elle. Elle a oublié. Elle est partie de l'autre côté manger. Elle avait honte de demander. En retour, puisque c'est Yom Tov et on a le droit d'allumer, elle peut toujours allumer ses bougies avec bracha. La dlik ner shel Yom Tov. Et il faut en profiter. Alors elle s'assoit, elle prend un verre d'eau, elle lit quelque chose ou elle fait quelque chose à côté des bougies. De telle manière, elle a profité. Elle aura le droit de se rattraper sur l'allumage de bougies de Yom Tov. Tout ça, on va terminer une section, c'est l'allumage des bougies de Yom Tov. Une autre chose qui concerne Yom Tov, c'est la fête qui est pour le Bnei Israël, ça veut dire le gens qui habitent la terre d'Israël, c'est une journée. Et tout celui qui habite hors d'Israël, c'est la fête est toujours 2 jours. Et là-dessus, il y a beaucoup de différences et de divergences halachiques qui vont s'appliquer. Alors c'est sûr que toujours la personne est attachée à l'endroit d'où il vient. Si quelqu'un vient d'Israël pour fêter la fête, que ce soit Pesach, Shavuot, Sukkot, n'importe quelle fête, en dehors d'Israël, il fera 1 jour. Si quelqu'un vient dehors d'Israël, en États-Unis, de la Canada, n'importe où, il va en Israël, il fera toujours 2 jours. Même si là-bas ils font 1 seul jour, mais lui il est attaché de là où il est venu. Alors, il est obligé de respecter l'endroit où il est venu. Maintenant, il y a des petites nuances et halakhot différentes. Voilà, on va commencer par des garçons qui sont non mariés. Des garçons qui sont non mariés, qui sont partis étudier en Israël. Que ce soit à l'université ou que ce soit à la yeshiva. Si le garçon est autonome, qu'est-ce que c'est autonome? Son père le supporte. Son père, il lui paye les études. Mais si ce garçon trouvera une fille et il voudra se marier. Et ses parents lui diront non, on ne connaît pas la famille, on ne veut pas que tu te maries là-bas, on préfère que tu retournes, on a une bonne chidour pour toi, on a une famille qu'on connaît. Il dit non, moi je trouvais la fille, c'est cette fille qui veut. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il pourra aller contre la parole de ses parents? S'il n'est pas autonome, il dépend de ses parents.
ça veut dire que la dernière parole sera de ses parents, ça veut dire qu'eux ils vont décider pour lui. Là il est toujours attaché de là où il est venu. Alors si là-bas où il est venu il fait 2 jours, en Israël il fera 2 jours. Mais si le moment arrivé, il pourra être autonome et dire à ses parents non, même si vous n'êtes pas d'accord, moi je me pourrais débrouiller toute seule. Je me marie avec cette fille, je connais cette fille, on m'a fait le shidour, elle est bien, je décide de me marier. Dans ce cas, dès qu'il va en Israël étudier, il fera un seul jour parce qu'il est autonome et la plupart des cas ont montré que des garçons qui sont partis en Israël se sont mariés là-bas. Alors dans ce cas, c'est comme s'il est parti s'installer en Israël, surtout s'il va pour 1 an d'études ou 2 ans d'études, il est appelé autonome. Dans ce cas, il pourra faire une seule journée. Même si de temps en temps il vient visiter, le fait qu'il étudie là-bas pour 1 an ou 2, il est considéré comme les habitants d'Israël et il fera une seule journée de fête. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un d'Israël, un Israélien, il vient Chutz Laaretz. Lui, il fait normalement 1 jour. Mais là où est-ce qu'il va aller, en Canada, en États-Unis, ou n'importe où dans le monde, ils font 2 jours. Qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il doit faire 1 jour. Mais il y a ce qu'on appelle le respect de l'endroit. Qui veut dire, tout le monde sont dans la fête, tout le monde fait 2 jours, et toi tu viens d'Israël, tu as terminé la fête, tu as fait 1 seul jour. Comment tu pourras à la maison, là où tu es invité, tu pourras écouter la radio, tu pourras te faire une tasse de café avec de l'eau bouillante, tu pourras allumer les lumières où tu marches. Les gens de la maison ne se sentent plus chez eux. Alors tu es en train de profaner la fête aux yeux de ceux qui sont dans la fête. C'est pour cela que les rabbins sont venus, ils ont fait une interdiction de tout celui qui vient d'Israël, malgré qu'il a une seule journée, dans la ville, il est obligé de faire 2. Pourquoi? Parce qu'il doit respecter la ville où est-ce qu'il est rentré. La seule chose qu'il doit faire, il doit prier comme il prie en Israël. Veut dire, si c'est le dernier jour de la fête, en Israël déjà, ils sont déjà en jour profane, ils sont rentrés dans le jour de travail. Ici, c'est 2 jours. On va dire un exemple, Pessah, le dernier jour de Pessah. Le dernier jour de Pessah, eux, ils font 1 jour, ils sortent déjà, ils sont dans le jour ouvrable. Nous avons 2 jours. Lui, il doit poser déjà ses téphilines. Nous prions la prière de la fête. Nous venons à la synagogue comme un jour de fête. Pour lui, c'est un jour ouvrable. Mais il ne peut pas se conduire en public comme un jour ouvrable. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit s'habiller avec son costume de fête, aller à la synagogue, mais prier la prière de la semaine, qui veut dire le jour ouvrable. En plus de ça, il doit poser les téphilim à la maison avant de venir à la synagogue. Ça veut dire que pour les prières, comme c'est en cachette, personne ne peut le voir, personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire, il doit faire comme en Israël. Mais en public, il doit se montrer comme le hors d'Israël, là où, l'endroit où ce qui va être. Alors ça veut dire que ce n'est pas intéressant pour un Israélien de venir en dehors d'Israël, même s'il fait 1 jour en Israël, en Chutz Laaretz, il fait presque 2 jours. Parce que les prières vont être les prières de jour ouvrable, mais la conduite, elle va être la conduite de la fête comme l'endroit où il se trouve. Et celui vice-versa, celui qui vient de l'extérieur d'Israël, en Israël, pour lui c'est 2 jours. Même s'il voit des voitures passer dans la rue, il ne peut pas dire à tous les Israéliens, je viens de Chutz Laaretz, non. Lui devra s'enfermer et faire sa fête, et tout le monde pourra prendre la voiture et faire tout ce qu'ils ont besoin de faire, parce que pour eux c'est un jour ouvrable. En Israël maintenant, ça devient plus courant qu'on trouve des minyanim pour le gens de Chutz Laaretz. Ce qui veut dire, il y a déjà des affiches sur l'internet, il y a des affiches partout, que voilà, dans tel endroit, vous avez une synagogue qui va prier la 2e fête. Alors là, vous savez, si je suis à Jérusalem, au moins je sais qu'à tel endroit, ils sont dans la fête aussi, et je pourrais me joindre à la prière de la fête au lieu de la faire toute seule. Maintenant, la personne qui vient d'Israël, qui s'auberge, qui est invitée chez des personnes qui sont hors d'Israël, ils ont 2 jours, ne pourra pas faire les préparations pour les autres. Qui veut dire, il ne pourra pas allumer le bouilloire et leur faire une tasse de café. Si de l'eau chaude, il n'y a plus d'eau chaude, il ne pourra pas chauffer de l'eau pour eux. Il ne pourra pas allumer la lumière pour eux. Alors le Rav Ben Ishraï, il a une question. Le Rav Ben Ishraï pose une question. En Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, la famille elle-même, il y a quelqu'un qui n'a pas mangé le repas de la fête, qui est avec de la viande, c'est sûr. Alors lui, il s'est dit, tu sais quoi, en après-midi, j'ai envie de prendre du laitage.
Mais pour le laitage, il a envie de cuire quelque chose. Alors il demande à sa mère, est-ce que tu peux me faire un plat de laitage? Maintenant, sa mère, elle a mangé de la viande. Pour elle, durant 6 heures, il ne pourra pas manger du laitage. Est-ce que quelqu'un qui a mangé de la viande et qui ne peut pas pour le moment manger du laitage peut cuisiner un plat de lait pour quelqu'un qui veut manger du laitage? On parle déjà d'une flamme existante, on parle déjà selon toutes les règles de la fête. Le seul problème ici, c'est que la personne a mangé de la viande et ne peut pas consommer le lait. Le Rav Ben Ishraï interdit pour une personne qui ne peut pas consommer le lait, au moment qu'il cuisine, il ne peut pas cuisiner pour quelqu'un d'autre, malgré que les deux sont dans la fête. Toutes les règles de la fête sont respectées, il ne peut pas. Le Rav Ovadia Yosef, il n'est pas d'accord. Le Rav Ovadia Yosef, il dit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme l'Israélien qui vient préparer quelque chose interdit pour quelqu'un d'autre. Ici, nous sommes tous dans la fête. Lui, il a mangé du lait, l'autre, il a mangé du laitage. C'est vrai, dans les 6 heures, je ne peux pas manger de la viande. Mais après 6 heures, je pourrais manger du lait. Mais après 6 heures, je pourrais manger du lait comme l'autre. Alors, c'est une question de 6 heures. Ce n'est pas une question de la journée entière. Dans ce cas, le Rav Ovadia Yosef, il permet, pour quelqu'un qui a mangé de la viande, de cuire un plat de lait pour quelqu'un qui veut manger du lait et qui a le droit de manger du lait le jour de Yom Tov. Maintenant, Yom Tov, dans la loi de Yom Tov, il y a une règle qui dit que la Torah nous dit Achacher yachel lechol nefesh hu levado yaseh lachem. En d'autres mots, la Gemara dit il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, c'est exactement la même chose. La seule et unique différence, c'est quoi? Tout ce qui est pour manger, on pourra le préparer Yom Tov. D'une flamme déjà existante. Mais on pourra le préparer Yom Tov. C'est la seule différence. Mais tout ce qui est interdit de faire Shabbat est interdit de faire Yom Tov. Alors la Torah s'exprime en disant Asher ya'achel lechol nefesh. Qu'est-ce que c'est chol nefesh? Tout ce qui se mangera pour toute âme. Pourquoi dire? Tout ce qui se mange. Tout ce qui se mange, on peut préparer. Pourquoi la Torah s'exprime en disant pour toute âme? De là, la Gemara apprend que les préparations permises pour Yom Tov sont seulement des préparations qui sont équivalentes pour tout le monde. Ça veut dire que si quelque chose n'est pas équivalent pour tout le monde, on ne peut pas le préparer. Exemple, dans le Talmud, ils avaient ce qu'on appelait le mougmar. C'est quoi le mougmar? Le mougmar, c'était quand ils mangeaient un repas, à la fin du repas, ils avaient la coutume de sentir des parfums ou de se parfumer les habits. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils emmenaient une pelle. Sur la pelle, il y avait des braises chaudes et là-dessus, ils mettaient des encens. Quand ils posaient les encens sur le braise, ça faisait une fumée et ça faisait une bonne odeur. Maintenant, il y avait des gens qui prenaient leur jaquette, une tenue qu'ils avaient, et ils mettaient par-dessus la fumée. Et au bout de 5-10 minutes, la jaquette devenait parfumée. La Gemara dit que Yom Tov, ceci est interdit de faire. Pourquoi? Parfumer un habit, c'est rien que pour des gens qui sont délicats. C'est pas tout le monde qui aime leur habit parfumé. Alors, puisque c'est rien que pour des gens qui sont délicats, c'est pas le chol nefesh, c'est pas pour tout le monde. La Torah a permis quelque chose qui est pour tout le monde. Manger, c'est pour tout le monde. Mais parfumer, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y avait la grande question et la grande discussion. Est-ce qu'on a un droit, pour ceux qui fument, est-ce qu'ils ont le droit de fumer Yom Tov? C'est pas tout le monde qui fume. Alors, puisque c'est pas tout le monde, est-ce qu'ils peuvent allumer une cigarette d'une flamme existante toujours? Est-ce qu'ils peuvent allumer? Il y en a qui disaient non, il y en a qui disaient oui. La coutume, elle dit qu'on peut le faire. Mais c'est sûr que tout celui qui peut s'abstenir, il vaut mieux qu'il s'abstienne parce que ce n'est pas quelque chose que tout le monde profite de cette chose. C'est pour cela, il est interdit de prendre une douche Yom Tov. Parce que ce n'est pas tout le monde qui prend une douche chaque jour. Peut-être en été, quand il fait chaud, les gens vont prendre une douche chaque jour. Mais en hiver, quand il fait moins 30 dehors, peut-être chaque 2 jours, chaque 3 jours. C'est pas tout le monde qui prend. Vous prenez chaque jour, pour Hachem. Je ne sais pas si tout le monde prend chaque jour. Mais là, ça veut dire. Il faut faire des statistiques, je ne sais pas. Mais la coutume et dans le livre de dictionnaire, ils disent que les gens ne prennent pas la douche chaque jour. Il y en a qui le prennent chaque jour, oui. Mais il y en a qui ne prennent pas. Ça veut dire qu'il faut suivre la majorité. Dans ce cas, puisque ce n'est pas tout le monde qui le fait, il est interdit de prendre une douche Yom Tov ou de chauffer de l'eau pour prendre une douche Yom Tov. Maintenant, dans la halakha, c'est écrit, pour le bébé,
il est permis de chauffer de l'eau pour lui donner une douche. Mais encore, le Mishnah Bora il dit, quel type de bébé? Un bébé que sa mère lui donne la douche chaque jour. Si quand il fait froid, il dit non, aujourd'hui il fait froid, je ne veux pas qu'il attrape, ou il a une otite, je ne veux pas. Alors ça veut dire qu'il ne vous le donnez pas chaque jour. Alors il serait interdit de lui donner une douche le jour de Yom Tov. La seule chose, dans un cas qu'ils appellent un cas de force majeure, dans un cas de force majeure, on pourra dire à un non-juif d'ouvrir le robinet de l'eau chaude, on ajoutera de l'eau froide et on donnera la douche à ce bébé qui a besoin d'être douché. C'est ça? Ou un adulte qui a vraiment besoin, lui-même il ne pourra pas allumer, mais on peut demander à un non-juif ouvrir le robinet de l'eau chaude, on ouvrira de l'autre côté le robinet de l'eau froide, et là la personne pourra prendre sa douche. Maintenant, rien que pour clarifier, ceux qui habitent dans des immeubles, que ce soit Shabbat, que ce soit Yom Tov, on ne peut pas dire, puisqu'il y a tellement des habitants, c'est sûr qu'il y a des goïms qui habitent dans les immeubles, de non-juifs. Alors eux, c'est sûr qu'ils utilisent l'eau chaude Shabbat. Alors c'est quoi le problème ouvrir l'eau chaude Shabbat? C'est quoi le problème ouvrir le robinet de l'eau chaude? Parce qu'il y a une tank d'eau. Et dans la tank, il y a de l'eau brûlante, de l'eau chaude. Quand j'utilise mon eau, et je prends de l'eau chaude, qu'est-ce qui arrive maintenant? La quantité baisse, ça veut dire le niveau d'eau baisse. Il y a un senseur qui dit à l'eau, à la tank, quand le niveau est baissé, fais rentrer de l'eau froide. Et ce l'eau froide qui rentre pour remplir de nouveau la tank, maintenant elle va se bouillir. Pourquoi? Parce que la tank est chaude, l'eau est chaude. L'eau froide qui rentre, elle rentre dans de l'eau chaude. Ils vont bouillir, ils vont se mélanger, ils vont bouillir. C'est pour ça qu'il est interdit d'ouvrir l'eau chaude le jour de Shabbat. Et il y en a qui disent, mais écoute, si j'habite dans un immeuble, c'est pas moi seul qui ouvre le robinet, il se peut que 3 autres voisins qui habitent dans l'immeuble, ils sont pas juifs, ils sont en train d'ouvrir. Ça c'est faux. Pourquoi? Parce que dans un immeuble, il n'y a pas une seule tank pour tout l'immeuble. Chacun, il a sa tank d'eau chaude dans son appartement. Ça veut dire que c'est individuel, c'est pas collectif. Si ça serait collectif, peut-être. Mais comme c'est individuel, vous avez votre propre tank, alors que vous habitez dans une maison unifamiliale, ou vous habitez dans un immeuble, il est interdit d'ouvrir l'eau chaude Shabbat. Yom Tov, il est permis d'utiliser l'eau chaude pour faire netila ou laver la vaisselle. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ochel Nefesh. C'est quelque chose qui est équivalent pour tout le monde. Toutes les femmes, elles aiment bien profiter de l'eau chaude pour laver la vaisselle. Surtout en hiver, il fait très froid. Alors Sukkot, quand il commence déjà à faire froid, Pessah, c'est ici encore froid, ça c'est quelque chose qui est pour tout le monde, même les hommes. Quand on fait netila, ça fait mal de prendre de l'eau qui sont froide et des fois ça coupe la peau. Dans ce cas, laver la vaisselle à l'eau chaude, jour du Yom Tov, il n'y a pas de problème. Faire netila avec de l'eau chaude, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est de prendre une douche, mais encore dans un cas de force majeure, on pourra demander à un non-juif d'ouvrir l'eau chaude et la personne pourra prendre la douche. Maintenant, autre chose. La femme, elle a envie de faire du pain frais pour la fête. C'est sûr que le pain frais, il est beaucoup mieux que le pain vieux qu'on a déjà acheté 1 ou 2 jours avant la fête. Alors ça, c'est sûr que cuire le pain, c'était mitzvah pour Yom Tov. Il n'y a pas de question. La seule chose, chaque fois que la femme pétrit, elle doit prélever la challah. Une fois que la challah est prélevée, elle doit la brûler. Il y en a qu'on a expliqué une fois déjà, il y en a qui prennent la challah crue, ils la mettent dans 2 sachets, ils la jettent. Ça c'est une façon de faire. Il y en a qui vont brûler la challah dans le four. Alors ça, on a expliqué déjà aussi. Il faut la brûler ou avant ou après qu'on a cuit notre pain. On ne peut pas brûler notre challah en même temps que le pain cuit. Cette challah, elle est sacrée. Personne n'a le droit de la manger. C'est pour ça qu'on la brûle, pour qu'elle ne soit pas consommable. Alors, on ne peut pas mettre cette challah qu'on a prélevée en même temps de brûler quand on cuit notre challah ou notre pain dans le four ou notre gâteau. On ne peut pas le faire. Alors, il faut la faire ou avant, quand on rentre la partie de pain on voudrait cuire, ou une fois qu'on a cuit notre pain, à la fin on rentre la challah pour la faire brûler. Jour de Yom Tov, c'est sûr qu'on devra prélever la challah, mais la seule chose, on ne pourra pas la brûler. Alors on la met dans 2 sachets, on la jette,
Ou si on a la coutume de la brûler, il faudra la mettre de côté jusqu'après Yom Tov. Faire le pain, c'est pour Yom Tov. Brûler la challah, c'est pas pour Yom Tov. Ça n'a rien à voir avec le Yom Tov. Une fois que le pain est cuit, on n'a rien à faire avec ce pain le morceau qui est brûlé. Dans ce cas, on n'a pas le droit de le brûler le jour de Yom Tov. On le gardera de côté et on le brûlera après le Yom Tov. Cuire le jour du Yom Tov. Cuire, c'est sûr que c'est pour Yom Tov, il n'y a pas de problème. Cuisiner, c'est pour Yom Tov. Alors, on peut cuisiner tout ce qui est pour la fête. Maintenant, pour cuisiner, on a dit déjà, on a besoin d'utiliser une flamme existante ou une plaque chauffante existante, qui veut dire qu'avant Yom Tov, si on a un four à gaz ou des éléments à gaz, on a ouvert une flamme, ou si on a le pilote qui est ouvert avant Yom Tov, alors de ça, on peut utiliser pour ajouter et augmenter la flamme. Si on a des serpentins électriques, dans ce cas, on allumera avant Yom Tov et on pourra augmenter la température. On vous rappelle, on peut toujours augmenter, mais on ne peut jamais baisser. Augmenter, c'est pour Yom Tov. Baisser, ça n'a rien à voir avec Yom Tov. Une fois que quand je veux cuisiner, si je augmente, c'est pour Yom Tov parce que mon plat ne peut pas bien cuisiner. Alors j'augmente, c'est pour la fête. Une fois que j'ai terminé, pourquoi tu vas baisser? Tu n'as pas besoin de baisser. C'est fini. Tu as fini de cuisiner. Pourquoi tu vas baisser? Ça n'a rien à voir avec Yom Tov. On n'a pas le droit. Maintenant, il arrive des cas où Yom Tov est lent. C'est mercredi soir, jeudi, vendredi, on rentre dans le Shabbat. Et là, depuis mercredi après-midi, les éléments sont ouverts. Des fois, ça fait trop chaud à la maison. Des fois, il y a des petits-enfants qui tournent à la maison. Et que ça risque de faire un accident. Dans ce cas, on a deux choix. Si on a une bonne qui est non juive, on peut lui demander d'éteindre. Mais pas d'une façon directe, d'une façon non directe. Qui veut dire, je ne peux pas lui dire, va m'éteindre le gaz ou la plaque chauffante. Je peux lui dire, tu sais quoi, j'ai terminé à cuisiner, c'est dommage que ça reste allumé. Si elle est sage, elle va aller toute seule, si elle n'est pas sage, vous avez un problème, changez-la. Mais si elle est sage, elle va comprendre que, voilà, elle n'a plus besoin, alors elle va aller, elle va l'éteindre. Mais ça, on ne peut pas lui dire directement. On ne peut pas lui dire directement. Ça, c'est une chose. Si vous n'avez pas une bonne, qu'est-ce que vous faites? Alors, dans ce cas, il y a une permission qu'on n'aime pas dire, mais dans le cas de force majeure, si vous avez besoin, vous pouvez le faire. On peut prendre déjà un plat cuit. Ça veut dire une marmite qui est déjà cuisinée. On le pose sur la plaque. Maintenant, ça va commencer à chauffer. Dès que je vois que ça chauffe, je commence à baisser. Je ne peux pas éteindre au complet, mais je peux baisser. Pourquoi? Parce que si je le laisse plus, ça risque de brûler. Ça, c'est pour Yom Tov. Je ne veux pas que mon plat de Yom Tov brûle. Je n'ai pas besoin d'attendre jusqu'à que ça brûle. Une fois que ça a commencé à chauffer, je sais que si je laisse plus, ça va brûler. Alors là, je peux baisser au minimum, mais je ne peux pas éteindre. Et c'est ça la différence. Avec la bonne, on peut complètement éteindre. On peut lui faire une simulation comme quoi je n'ai pas plus besoin, elle peut éteindre. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas éteindre, nous pouvons rien que diminuer et pas le fermer au complet. Parce que fermer au complet, ce n'est pas pour Yom Tov. Une fois diminué, tout ce que tu as besoin de faire, de prendre ta marmite, de la déplacer. Alors c'est plus que ça, tu n'as pas besoin. Alors tu peux diminuer, mais pas éteindre. Oui, si c'est pour la fête. Mais ça, c'est dans le cas de force majeure. Ça veut dire que normalement, on vous conseille de laisser allumer deux plaques. Une en médium, pour pouvoir cuisiner. L'autre en minimum, pour pouvoir chauffer. Alors là, vous avez deux plaques. Quand vous les chauffez, vous chauffez sur l'une. Quand vous les cuisinez, vous cuisinez sur l'autre. Maintenant, vous avez eu besoin d'une autre qui est médium. Il y a une qui est en médium, l'autre est sur le minimum, et j'ai besoin de l'autre aussi pour qu'elle soit en médium. Je peux l'augmenter, mais pour baisser, je ne peux pas. Mais si vraiment j'aurais besoin pour chauffer après des autres aliments, je peux la baisser au minimum, c'est tout. Mais pas l'enlever, pas le teindre au complet. Mais il vaut mieux éviter de faire ça? Oui, si on n'a pas besoin de faire ça, il vaut mieux de ne pas le faire. Ceci est une permission, mais ce n'est pas permis de le faire. Une autre chose, quand vous allumez les bougies de la fête, les allumettes, vous n'avez pas le droit de les éteindre. Vous avez le droit de les allumer d'une flamme existante, mais pas les éteindre parce qu'éteindre, ce n'est pas pour le Yom Tov. J'ai le droit de les allumer, par exemple, d'une bougie. J'ai une bougie allumée, je peux prendre une allumette,
l'introduire à la flamme, elle prend feu, et là j'allume une bougie de fête. Ça j'ai le droit, il n'y a pas de problème, c'est pour la fête. Mais une fois que j'ai terminé, je ne peux pas éteindre, je ne peux pas secouer l'allumette pour l'éteindre. Ou je ne peux pas la jeter sur le plateau pour qu'elle s'éteigne, parce que éteindre, ça ne fait pas partie de la fête. Allumer, c'est pour cuisiner, allumer, c'est pour allumer les bougies, mais pas éteindre. Dans ce cas, je dois la poser délicatement sur le plateau et la laisser s'éteindre toute seule. Je ne peux pas éteindre une bougie. D'ailleurs, beaucoup de femmes, quand elles allument les bougies de Shabbat, chaque vendredi, une fois terminées, elles n'éteignent pas l'allumette. Elles le posent. Elles le posent pour ne pas avoir le teindre. C'est permis de l'éteindre, mais pour le Yom Tov, c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'éteindre. Maintenant, la même chose est pour la cigarette. Les gens qui fument, malheureusement, alors ils ont le droit de fumer, il y a une permission de fumer, mais ils n'ont pas le droit d'éteindre la cigarette. À la fin, quand ils arrivent vers la fin, ils n'ont pas le droit de l'écraser comme ils font normalement. Alors qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? De la poser et qu'elle s'éteigne toute seule. Parce que écraser et éteindre la bougie, et la cigarette, c'est interdit. Ça n'a rien à voir avec Yom Tov. Tout ce qu'on fait, c'est pour les préparations et des choses qui vont nous aider Yom Tov. Une fois que l'utilisation est finie, il n'y a plus besoin du Yom Tov, on n'a plus le droit de le faire. Maintenant, Chachamim, ils ont aussi, il y a une discussion dans le décisionnaire, allumer une bougie de Neshama. Par exemple, la bougie de 26 heures, ou de 48 heures, ou de 72 heures, la grande bougie. Est-ce qu'on a le droit d'allumer telle bougie pour Yom Tov? Maintenant, cette bougie, c'est pour un Yortzeit, ça veut dire quelqu'un qui est décédé. C'est pas pour la fête, c'est pour quelqu'un qui est décédé. Ça n'a rien à voir avec la fête. Les bougies, c'est pour éclairer la table. Cette bougie, c'est pour le souvenir d'un âme. Mais ça n'a rien à voir avec la fête. C'est pour ça qu'il y en a qui disaient qu'on n'a pas le droit d'allumer des bougies de Yortzeit durant Yom Tov. Si c'est la veille de Yom Tov, il n'y a pas de problème. Si c'est durant Yom Tov, là, il y a une discussion. Le conseil que le décisionnaire donne, c'est d'allumer cette bougie à la synagogue. Pas chez soi. Parce que chez soi, vous n'avez aucune utilisation. De l'allumer à la synagogue, et la synagogue va en profiter de gens qui vont lire à la synagogue. Alors s'ils ont un petit endroit, c'est pas toutes les synagogues qui ont ça, mais il y a des synagogues qui ont de petits endroits, comme c'est des petits chariots, dans lesquels ils allument les bougies, et ça va servir à la synagogue, ça on peut le faire. Mais a priori, il vaut mieux éviter d'allumer des bougies de Yortzeit durant la fête. Durant la fête. Une autre chose que Khamim nous ont dit, qu'on peut faire toutes les préparations pour la fête, mais pas d'une journée à une autre. On ne peut pas préparer d'un jour du Yom Tov à un autre. Qui veut dire, comme nous avons 2 jours de fête, on ne peut pas préparer d'une journée à l'autre. Qui veut dire, en après-midi, on a terminé de manger le repas le premier jour en après-midi, on a terminé. On commence à débarrasser la table. Alors la femme ou les enfants, ils disent, tu sais quoi, on va déjà préparer pour le soir. On va enlever la nappe, on va changer la nappe, on va poser les assiettes. On n'a pas le droit. En Yom Tov machin lechavero. On ne peut pas préparer d'un Yom Tov à un autre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre jusqu'au soir pour pouvoir faire les préparations de la 2e journée. Surtout, si ça tombe Shabbat, le premier jour tombe Shabbat, et la 2e fête tombe Motzei Shabbat, on ne peut pas préparer de Shabbat à Yom Tov, ni vice-versa. Alors on est obligé d'attendre la fin de Shabbat pour commencer les préparations. Qu'est-ce que c'est la fin de Shabbat? Ce n'est pas le moment que le mari arrive de la synagogue, parce que lui il arrive bien après. Et vous voulez un peu avancer pour commencer déjà à débarrasser, poser la nappe, poser les assiettes, tout ce qu'il faut, parce qu'il y a des invités. Alors qu'est-ce que la femme a besoin de faire? Elle regarde l'heure sur le calendrier de la sortie de Shabbat. Une fois qu'elle voit l'heure, on va dire, je ne sais pas, 8 heures, exemple, 8 heures. Mais son mari ne va pas revenir jusqu'à 8h15, 8h20, parce que la prière, elle dure, le temps qu'il revient à la maison, c'est 8h15, 8h20, 8h25. Elle peut déjà avancer. 8h, c'est la sortie de Shabbat. La femme dira, Baruch, si c'est Shabbat. Si c'est Shabbat qui rentre dans Yom Tov, ou si c'est Yom Tov qui rentre dans un autre Yom Tov, Baruch Amavdil Ben Kodesh le Kodesh. Qui est une forme d'Avdallah sans bracha. Mais ça permet à la femme d'avancer dans son travail. Baruch Amavdil Ben Kodesh le Kodesh. Cette bracha va être récitée par son mari quand il arrivera dans l'Avdallah.
Le mari le fera avec bénédiction. Mais la femme le dit sans bénédiction pour qu'elle entendra la bracha de son mari. Alors c'est Baruch HaMavdil ben Kodesh le Kodesh, parce qu'on rentre d'une journée sacrée qui est le Shabbat, dans une autre journée sacrée qui est le dimanche qui est la fête. Ou d'une journée sacrée qui est fête, par exemple lundi, à une autre journée sacrée qui est le mardi. Alors c'est toujours 2 jours, alors on prépare d'une journée à l'autre. Ceci est valable pour le Motzei Shabbat aussi. Qui veut dire, votre mari, lui prend sur lui de sortir le Shabbat comme Rabbeinu Tam. Vous savez on a expliqué déjà dans un cours, si vous vous rappelez, il y a 2 manières, 2 heures différentes de faire sortir le Shabbat. L'heure marquée sur le calendrier est basée sur 40 minutes après le coucher de soleil. Ça veut dire que le calendrier répandu, ceux qui sont partout en ville, ils calculent 40 minutes après le coucher de soleil, ils marquent, ça c'est la sortie de Shabbat. Et chaque semaine, c'est une heure différente, dépendamment du coucher de soleil. Il y a des autres opinions. Le Shulchan Aruch, il est dans l'opinion, c'est plus que 40 minutes, c'est 72 minutes. Veut dire 32 minutes supplémentaires. Après l'heure du calendrier. C'est sûr qu'il est conseillé de suivre les 72 minutes, comme le Shulchan Aruch dit. Bientôt, ça va être Kippour. Et donc Kippour, c'est recommandé à tout le monde, même si vous ne le faites pas durant l'année, de le faire. Parce que Kippour, c'est une mitzvah d'Oraïta. Alors là, c'est une seule journée, ce n'est pas 2 jours. Parce que le deuxième jour est toujours d'ordre rabbinique. Mais Kippour, c'est une journée, et on n'a pas mangé, et c'est la Torah qui l'a recommandé. On recommande à tout le monde de respecter l'heure de Rabbeinu Tam, qui est 72 minutes. Ce n'est pas l'heure du shofar. Quand vous entendez le shofar à la synagogue, Kippour, vous pouvez partir chez vous. Vous pouvez avancer dans certaines préparations, mais essayez de ne pas allumer la lumière, essayez de ne pas faire des choses comme si c'est Shabbat, jusqu'à 72 minutes. Ça veut dire 32 minutes de plus ajoutées sur l'heure de calendrier. Mais ça, on va parler plus tard. Mais pour le Shabbat, il y en a beaucoup qui respectent cette règle du Shulchan Aruch et ils ne sortent pas le Shabbat jusqu'à 72 minutes après le coucher de soleil, qui est 32 minutes de plus après l'heure marquée de le calendrier. Maintenant, la femme, elle ne veut pas. Ou elle a des choses à faire, elle a des préparations à faire, et elle ne peut pas attendre son mari jusqu'à qu'il vienne. C'est 72 minutes, c'est 32 de plus, et en plus le temps qu'il marche à la maison, le temps qu'il arrive, c'est beaucoup. Et en attendant, vous pouvez faire la vaisselle, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, dès que l'heure que vous avez choisie pour la sortie du Shabbat, ou l'heure de calendrier, ou l'heure Rabbeinu Tam, arrive, vous dites Baruch HaMavdil ben Kodesh lechol. Ceci est un Avdallah pour vous, et vous pouvez déjà avancer dans votre travail, allumer la lumière, ouvrir le lave-vaisselle, laver la vaisselle, comme vous voulez. Ça veut dire que vous avez fait votre Avdallah. Mais il faut absolument le dire. Même si vous respectez l'heure sur le calendrier, mais votre mari ne va pas être à la maison parce que lui commence à faire arvit à cette heure-là. Et vous voulez avancer, dites Baruch HaMavdil ben Kodesh lechol. On fait la distinction entre le jour sacré qui est Shabbat et le Chol, le jour profane qui est dimanche qui commence. Et là, vous pouvez avancer déjà dans vos travaux. Alors la même chose. Quand vous rentrez des Motzei Shabbat de la fête dans le dimanche dans la deuxième fête et vous voulez avancer, surtout si Rosh Hashanah, vous voulez préparer la table, vous voulez préparer beaucoup de choses, alors vous dites Baruch HaMavdil ben Kodesh le Kodesh, parce qu'on rentre d'une journée sacrée à une autre journée sacrée et là vous pourrez avancer dans votre Kiddush. Le Kiddush du deuxième jour, quand on rentre de Motzei Shabbat à dimanche dans la fête, est un peu différent du Kiddush de toutes les fêtes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un Kiddush on l'a intercalé avec la Havdalah. Ça veut dire vous faites Kiddush et Havdalah en même temps. Et l'ordre qui nous a été instauré pour ce Kiddush est le suivant. Tout d'abord, Boré Priya Gefen. Deuxièmement, on récite Asher Bacharbanu Mikol Am Veromanu Mikol Hashon, tout le texte de Kiddush. À la fin, Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Ve'azemanim. Deuxième bracha. Troisième bracha. Comme c'est Motzei Shabbat, on va faire la Havdalah sur la bougie. Alors on doit regarder la bougie. Il y en a qui n'allument pas la bougie de Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas éteindre. Alors si j'allume la grande bougie, qu'est-ce que je vais faire avec? Je devrais la laisser s'éteindre toute seule, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de fumée, alors je ne peux rien faire. Alors on fait la Havdalah sur la bougie, ce jour-là, le jour quand on sort Motzei Shabbat à dimanche, on le fait sur la bougie de la fête.
Qui veut dire que quand la femme elle a allumé ses bougies de la fête, le mari, quand il fera Boré Meorea Esh, il regardera les bougies de la fête que sa femme a allumées. Mais comme vous savez, il y a une mitzvah que la bougie de Motzei Shabbat elle soit tressée. Ça veut dire 2 mèches collées ensemble. Ou que la bougie soit tressée, ou 2 flammes qui sont collées. Si je n'ai pas une bougie tressée, j'ai 2 bougies simples, et elles ne sont pas tressées, ce n'est pas grave. J'allume le 2, et au moment de la bénédiction, je joins le 2 flammes, et ça fait une flamme comme si la bougie a été tressée. Maintenant, Yom Tov, si je fais faire la mitzvah, alors tous les bougies sur le bougeoir sont individuelles. Alors là, je prends une bougie, et je l'approche sur une des bougies sur la candelabre, et je le mets ensemble, et là je fais la bracha Boré Meorea Esh. Ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Pour Motzei Shabbat, c'est aussi une recommandation très forte de le faire. Alors pour la Motzei Shabbat de la fête, aussi on pourra prendre une bougie et la mettre juste à côté d'une des bougies pour que ça soit 2 flammes qui sont jointes. Alors je fais Meorea Esh. Ensuite on fait la bracha Amavdil ben Kodesh le Kodesh. Et la 5e beracha dans ce Kiddush et Avdala, Shechianu, Vekimanu, Vegianu, Lazeman, Azé. Alors il y a 5 bénédictions dans ce Kiddush. Un Kiddush normal de la fête, c'est 2 bénédictions. Boré Priagefen, Amavdil, Mekadesh Israël, Vazemanim. Ici, il y a le Kiddush, il y a l'Avdala, c'est 5 bénédictions pour tout le Kiddush. Maintenant, pour la fête qu'on a expliqué déjà la semaine dernière, il faut essayer que tout soit prêt, surtout Rosh Hashanah. On ne veut pas avoir de discussion à table, on ne veut pas avoir de remarques. Alors il vaut mieux de tout préparer. Alors comme on a expliqué, Amavdil ben Kodesh le Kodesh, et vous faites les préparations, c'est sûr que le mari aussi doit être sage. S'il voit que des choses n'ont pas été préparées, c'est sûr que le temps est court et limité, et on ne peut pas attendre que la femme préparera des choses, Motzei Shabbat, quand on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Le temps est vraiment pressé et limité. Bon, ça c'est plus ou moins d'halachot qui concerne la fête. On a déjà parlé la semaine dernière l'halachot qui concerne Rosh Hashanah et Yom Tov. Vous vous rappelez qu'il y a la mitzvah de shofar, il y a la mitzvah de tashlich. On a expliqué que les femmes ne sont pas tenues et obligées de le faire, mais si elles veulent le faire, ou si l'on fait 3 ans de suite, c'est devenu un neder, et elles doivent le faire, ou faire Atarat Nedarim. Veille de la fête de Rosh Hashanah, il y aura la mitzvah de Atarat Nedarim. Le 2 jours de Rosh Hashanah, c'est le seul 2 jours que, durant, même en Israël, c'est fêté 2 jours, tandis tout le reste de fête, c'est une seule journée. Mais Rosh Hashanah, c'est 2 jours, même en Israël. Même en Israël, ils font 2 jours de la fête. On a expliqué la raison la semaine dernière. On a expliqué aussi que le 2 soirs de Rosh Hashanah, on récitera la bracha de Shechianu, mais a priori, d'avoir à table, le 2e jour de Rosh Hashanah, d'avoir à table un nouveau fruit. Il y en a qui gardent la grenade, il y en a qui ils mangent la grenade le 1er jour et le 2e jour, et ils emmènent un nouveau fruit le 2e jour. Alors plus ou moins, je crois qu'on a couvert la halachot de Yom Tov. Je vous laisse le temps en question et après on passera au Dvar Torah.